Quand on s'intéresse au business, on ne peut pas ne pas remarquer que les États-Unis sont ce marché tellement plus grand, tellement plus profond, tellement plus... on a envie d'y aller. Je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast rêvent un peu du marché américain. C'est la meilleure acquisition qu'on a identifiée sur, a priori, le meilleur marché du monde. Donc on y va. Donc il n'y a pas de fierté. Beaucoup moins d'ego. Faites le grand saut. Vous n'avez rien à perdre. Bonjour à tous, c'est Salim Assad et bienvenue sur Scale to America, un podcast de New Fund. Ensemble, nous allons explorer les clés de la réussite des startups aux US. À chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences vécues par des fondateurs ambitieux qui ont osé franchir le pas pour étendre leurs activités aux États-Unis. Ils nous partagent sans filtre leur parcours et nous offrent des conseils précieux pour réussir à scaler aux US. Let's go. Antoine Bello, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Tu connais le principe. La discussion va porter essentiellement sur ta riche expérience et ton expérience notamment aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en préparant l'enregistrement, je me suis rendu compte à quel point ton parcours était très très riche. Tu as même une page Wikipédia qui raconte un petit peu ta vie. Tu as eu plusieurs vies. Tu as été auteur, entrepreneur, investisseur, maintenant philanthrope, évidemment père de famille. Je te propose de te laisser te présenter très brièvement et ensuite évidemment j'aurai beaucoup de questions pour toi. Ok, donc j'ai 54 ans, j'ai fait des études, j'ai grandi en France, je suis né aux États-Unis, le détail a son importance, on y reviendra, mais j'ai grandi en France, mes parents sont français. J'ai fait une prépa à HEC, je suis rentré à HEC et là j'ai fait une rencontre, en fait même dès la prépa j'ai fait une rencontre déterminante, celle de mon associé, François Lamotte. On était meilleurs amis et tous les deux à HEC on se lamentait un petit peu sur... ce qui nous attendait à la sortie de l'école. À l'époque, tout le monde rentrait chez Procter ou Arthur Andersen. C'était un autre monde. Ouais. C'était un peu un autre monde. Il n'y avait pas d'entrepreneuriat, pas de start-up, pas d'Internet. Il faut quand même se souvenir de ça. Et donc, on se demandait ce qu'on allait faire. Et on a eu une opportunité. On a commencé à travailler pour une petite entreprise qui avait été créée par des anciens de Louis le Grand, où on avait fait notre prépa. Et très rapidement, ils ont décidé que ça ne marchait pas, ça ne les intéressait pas, que ça n'allait pas le faire et qu'ils allaient fermer la boîte. Et on leur a proposé de racheter cette entreprise. Donc je ne suis pas à proprement parler un créateur d'entreprise, je suis un repreneur d'entreprise, qui est encore plus ridicule puisque j'avais 20 ans à ce moment-là. Donc je suis sorti d'HEC. On a développé avec François pendant une dizaine d'années Ubicus. À l'époque, l'entreprise au départ s'appelait Hors-Ligne, on l'a rebaptisée Ubicus, qui faisait un petit peu plus net économie, on va dire. Et en 2001, on a commencé à faire... Ubicus donc, était une société qui fait des comptes rendus écrits de manifestations orales. Donc à chaque fois qu'une entreprise organise un colloque, une convention, un séminaire, un comité d'entreprise, une réunion d'analyse financière, ils peuvent avoir besoin de quelqu'un qui prend des notes, qui enregistre les débats et rédige un compte-rendu plus ou moins synthétique en fonction des besoins de la destination du document final. Donc c'était un produit complètement nouveau. C'est incroyable de se dire que ça n'existait pas à ce moment-là. En fait, ce qu'on expliquait nous à nos clients, c'est on disait à nos clients, vous organisez une convention, vous avez le choix. Soit vous faites faire le compte-rendu par votre secrétaire, mais elle n'a pas forcément la compréhension de tous les enjeux de l'entreprise et tout, et le document va sur le fond ne pas être forcément de grande qualité. Soit vous demandez à un cadre de vous faire le compte-rendu, il fera un très bon compte-rendu, mais il va pester parce qu'il va dire que ce n'est pas son travail, il va dire je ne suis pas une secrétaire, et il n'a pas le temps de le faire, donc il le rendra au bout d'un mois. Donc il y a une solution à un vrai problème. Voilà, faites appel à nous, des jeunes diplômés d'école de commerce ou de Sciences Po qui lisent les échos le matin. On n'est pas cher. On n'est pas cher, il fallait, quand même, on n'était pas tout à fait donné non plus. Et on a commencé ça avec François en se disant, au départ, il faut vraiment se dire que c'était un peu une réponse à une interrogation. Comme je le disais à la sortie de l'école, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on soit nos propres patrons, la vie est trop courte, on ne peut pas aller dans ces grandes pieuvres. Et on se disait, un jour peut-être, on aura quelques salariés. Et puis en fait, on a grandi pendant des années. On a eu 10 années où on a fait plus de 50% de croissance par an sans jamais s'arrêter et dans des métiers de service donc qui emploient pas mal de personnel. C'est difficile. Faire 50% de croissance quand c'est que de l'humain, c'est vraiment très très difficile.
Et puis, on a commencé à regarder à l'étranger en se disant, bon, le marché français va un petit peu saturer. Qu'est-ce qu'on peut faire en Angleterre? On a acheté une petite boîte à Londres qui faisait des comptes rendus à moindre valeur ajoutée, plutôt des transcriptions d'événements. Et on s'est mis aussi à chercher aux États-Unis, ce qui était moi un peu mon grand dada, parce que j'ai toujours rêvé du marché américain. Tu es né avec la nationalité américaine. J'ai la nationalité américaine, mais en plus, quand on s'intéresse au business, on ne peut pas ne pas remarquer que les États-Unis sont ce marché tellement plus grand, tellement plus profond, tellement plus... on a envie d'y aller. Je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast rêvent un peu du marché américain. Et donc, j'y suis allé en voyage d'études, entre guillemets, rencontrer justement des boîtes. Et ça, on est déjà en 2000 à ce moment-là. Là, on est à peu près en 2000. Et à ce moment-là, on vient de s'introduire au nouveau marché sur la bourse de Paris. C'était une époque où on pouvait s'introduire en bourse en étant plus petit qu'aujourd'hui, encore que je ne sais pas quels sont les derniers compartiments d'Euronext. Mais voilà, on s'était introduit en bourse en levant, en 2000, on fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on lève 22 millions, je crois, alors qu'on est rentable. Donc c'est vraiment c'est de l'argent pour faire des acquisitions, c'est de l'argent pour construire quelque chose. D'ailleurs, à ce moment-là, on est en 2000, tu décides d'aller aux US, mais toi, tu es américain de nationalité, mais en fait, tu connais pas grand-chose du marché américain business. Et donc, à ce moment-là, c'est les débuts d'Internet, c'est très compliqué de savoir ce qui s'y passe. Donc, comment tu fais pour y aller? Et voilà, il faut forcément passer par la case M&A. Je suis très content que tu dises ça parce que parfois, je dois expliquer à mes enfants à quoi concrètement ressemblait la journée d'un entrepreneur et les outils qu'on utilisait. Il y avait un truc qui s'appelait les pages jaunes. Voilà. Donc, on essayait de trouver des pages jaunes en ligne. Sinon, on se procurait des pages jaunes en allant, je sais pas quoi, à l'ambassade ou à la mission économique de la France aux États-Unis. On essayait de se faire aider par les ambassades qui nous faisaient des petites missions. Ils disaient, tiens, il y a des entreprises qui font des transcriptions. Je dis, des transcriptions ou des comptes rendus? Oh, ça, moi, je sais pas. Il faudrait leur demander. Bon. Ouais. Évidemment, aucune information sur le chiffre d'affaires, sur la situation de la société, absolument rien. On spécule. On se dit, tiens, cette boîte, ça fait 2 personnes qui m'en parlent, elle doit être un peu plus grosse que les autres. Bon, donc, on va voir des gens. Et en 2000, on trouve une boîte, fin 2000, je trouve une boîte à New York qui s'appelle Nationwide Reporting, qui fait des comptes rendus, alors qui fait justement pas vraiment des comptes rendus, de la transcription, un peu du mot à mot. Et on se dit, ne doutant de rien, bon, ils ont des clients qui font du mot à mot. Quand on va leur expliquer que nous on fait des comptes rendus plus intelligents, les gens vont être tellement contents qu'ils seront prêts à payer 2 ou 3 fois plus cher. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'était un peu le plan. On négocie. 2000, l'économie est encore très bullish. On a face à nous, c'est une histoire, rien que cette session est une histoire en soi, parce qu'on a face à nous un triumvirat de 2 frères et une sœur scientologues, dont la foi est, le grand élément dans leur vie, sont super impliqués dans l'église de Scientologie. Et en gros, on comprend que ce qu'on va payer pour la boîte, une partie va être immédiatement recyclée à la Scientologie. Voilà. On découvrira plus tard, by the way, qu'ils avaient embauché beaucoup d'employés scientologues. Ça, on ne l'avait pas bien compris, pas bien mesuré. Qui resteront avec vous par la suite. Qui resteront avec nous après. On a payé pour l'apprendre. Et on négocie et on se met d'accord sur un prix, je ne sais plus si c'était 6 ou 7 millions d'euros ou de dollars. Je crois que c'était de dollars à l'époque où le dollar valait plus que l'euro. Ça devait être 6 millions de dollars qui faisaient en fait 7 millions de... D'accord. Et tu te souviens à peu près du chiffre d'affaires ou de l'EBITDA de la société pour avoir un ordre de grandeur? La boîte faisait 3,5 millions ou 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc on la paye 1,5 fois ou 2 fois les ventes, ce qui à l'époque est cher pour des boîtes qui n'ont rien de technologique. Il faut être vraiment conscient. Il y a 35 ou 40 employés. Et faible croissance. Et ils ont fait un peu d'EBITDA l'année d'avant. Mais on est très confiant sur notre capacité parce qu'on doute de rien à retourner le truc. Et puis 2, après tout, c'est le mandat qu'on a eu du marché, quoi. On a levé de l'argent pour faire des acquisitions. C'est la meilleure acquisition qu'on a identifiée sur, a priori, le meilleur marché du monde. Donc on y va. Et voilà, on conclut le deal. Et à ce moment-là, on nomme, c'est pas moi qui vais m'installer tout de suite aux États-Unis, on nomme quelqu'un qui vient de chez nous, une personne qui était notre directrice commerciale en France, qui a envie d'y aller et tout, et ça nous paraît intéressant, on l'envoie.
Et ça se passe pas bien. Et ça se passe pas bien pour 2 raisons. Une raison dont je prends la responsabilité. Enfin, on peut penser que c'est elle qui a mal fait, mais c'est pas moi, c'est moi qui n'aurais pas dû l'envoyer, ou en tout cas moi qui aurais dû mieux la former ou mieux l'accompagner. Elle s'y prend pas bien pour plein de raisons. Elle connaît pas et ne comprend pas bien la culture américaine. Il y a toute une logique d'intégration aussi. Intégrer une entreprise, c'est quand même très... Alors elle a ce premier réflexe de dire tout ce que les Américains font différemment. Ah bah nous c'est tellement plus intelligent comment on le fait en France. Oui, bon, ok. Et puis on a un problème de positionnement. En France on est très haut de gamme, on emploie des bac+5 et tout. Là-bas c'est assez bas de gamme la boîte qu'on achète. Et ils emploient des gens dont la moitié n'ont pas fait d'études universitaires. D'accord. C'est plus de la dactylo peut-être que du... Ouais. Et donc, il y a un peu un choc de culture où elle fait des discours, encore une fois, c'est pas de sa faute, mais elle dit, voilà, on va vous tirer vers le haut et tout. Ça passe pas, les gens comprennent pas, les clients à qui elle en parle disent, mais enfin, est-ce qu'on pourra toujours avoir les transcripts comme on avait avant? Parce que nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc c'est bien la preuve qu'un product market fit, entre guillemets, en France n'est pas un product market fit aux États-Unis. Et nous, on avait créé ce marché en France. Ce marché, en fait, n'existait pas aux États-Unis. Et de penser qu'on allait y arriver, à la limite, peut-être qu'on aurait mieux fait de partir de scratch, là-bas, de s'implanter en disant « nous sommes une agence assez haut de gamme, blablabla », mais de reprendre un producteur assez bas de gamme en espérant le tirer vers le haut, s'est révélé un peu une erreur. Donc, bon, très vite, elle s'est mise beaucoup de gens à dos, les employés, les clients. My bad, mon erreur encore, j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte. J'allais la voir toutes les 3 semaines à peu près et je rencontrais des clients avec elle, tout ça. Je sentais bien que les chiffres n'étaient pas bons, ça patinait, je sentais que c'était pas terrible, mais bon. Et puis est arrivé un truc le 11 septembre 2001. Et ça, c'est une histoire, voilà. Nos bureaux étaient à 500 mètres du World Trade Center, dans la pointe sud de Manhattan qui a été... cordon off, qui a été fermé aux entreprises après le 11 septembre. C'est-à-dire que les riverains avaient le droit encore d'aller chez eux, mais les entreprises ne pouvaient plus venir au bureau. Voilà. Et donc, nos employés... un jour, justement, notre manager m'a appelé en disant « Il y a un avion qui est rentré dans une tour, qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça. Ils sont tous allés à la fenêtre, ils ont vu le 2e avion rentrer dans la 2e tour. Bon, on s'est tout. J'ai dit, barrez-vous. Ah ouais, ça, on n'a pas attendu que tu nous le dises. Ils se sont tous barrés, égaillés. Il n'y avait pas de portable. Enfin, très peu de gens avaient des portables à l'époque. On n'avait même pas les numéros de tout le monde. Enfin, c'était un sens. Il y avait une pagaille, une désorganisation qui était folle. Et donc, ils se sont tous un peu éparpillés dans les rues. Et puis, nous, on a vu les tours tomber. Et puis, on a compris que ça allait être un truc dingue. C'est-à-dire, on était en train de bosser sur des projets, mais on ne savait même plus sur quel projet on bossait. Il y avait de l'informatique, mais tout n'était pas in the cloud comme à l'époque. C'était sur les serveurs qui étaient dans la boîte auxquels on ne pouvait pas accéder. Donc c'est bien, à ce moment-là, c'est bien pire que le Covid, quoi. Ça, tout s'arrête brutalement. C'est fou. Et puis alors, surtout, on appelle nos clients étaient souvent un peu dans le business de l'événementiel, parce que voilà, on transcrivait des enregistrements d'événements et tout. Et on comprend tout de suite que l'industrie de l'événement à New York est morte. Enfin, elle est morte, mais pendant un moment. Et d'ailleurs, c'est Las Vegas qui va beaucoup en profiter et tout. Pendant 2 ans ou 3 ans, il n'y a plus aucun événement à New York. Plus aucun. Donc là, on perd une tonne de business et les lacunes, les défaillances de notre manager se révèlent à la fois de façon encore plus criante. Et en même temps, elle peut dire c'est le 11 septembre, c'est pas de ma faute si on perd beaucoup d'argent, de cash, d'employés. Oui, c'est vrai. Donc, il y a eu un moment où on s'est dit bon, on s'en sort pas, il faut qu'un de nous aille s'installer. J'avais 2 associés à l'époque. Et bon, c'était assez clair que c'était moi, parce que j'avais le passeport américain, donc j'aurais aucune formalité administrative, ce qui était vachement important. Notamment pour ma femme et mes enfants, il suffisait qu'ils demandent une carte verte pour l'obtenir. Et à ce moment-là, j'imagine qu'il n'y a pas de visa entrepreneur ou de visa... si peut-être, mais c'est plus compliqué. Voilà, si un de mes 2 autres associés avait voulu le faire, je suis sûr qu'on y serait arrivé, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Là, ça a ce côté vraiment automatique. Je vais à l'ambassade et je dis « Bonjour, je voudrais m'installer in my home country avec ma... » Et te dire « Welcome back ». Welcome back.
Et à ce moment-là, j'imagine que tu as quand même une conversation avec ta famille. Bon, il y a ce passage-là qui est... Absolument. Donc ça, conversation très importante. On a à ce moment-là 3 enfants de 8, 6 et 4. Et Tu as toujours été scolarisé en France. j'ai été scolarisé en France, ils ne parlent pas un mot d'anglais, mais bon, 8, 6, 4, on sait que c'est plutôt un bon âge, qu'ils vont apprendre très vite, on se renseigne un peu. On va... ma femme, mon ex-femme maintenant, vient avec moi aux États-Unis pour un voyage. On va voir, il y a un endroit au nord de New York qui s'appelle le Westchester, où vont beaucoup de Français, parce qu'il y a une école franco-américaine. On va là-bas et on a, comme on dit, un temps de chambre de commerce ce jour-là. Il fait magnifique, il a un peu neigé, donc il y a une fine couche blanche, en même temps grand soleil. C'est resplendissant. Enfin, Ça se joue à pas grand-chose. Ouais, je lui vends très très facilement l'affaire. Et on dit à nos enfants, on va s'installer et ça va être un peu dur pour vous, mais on va vous aider. On les met à l'école américaine. Et en fait, bien qu'on se soit installé dans ce coin-là, on les met tous à l'école américaine, justement dans les premières classes, dans le primaire. On se dit c'est le moment où l'académique en fait a aucune importance, enfin pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, la priorité, c'est qu'ils apprennent l'anglais. Donc c'était pas French, les French School of New York. Non, ils l'ont fait après ça. Ils l'ont fait pour le lycée, pour le collège, et donc meilleur choix qu'on ait jamais fait. Et gros coup de chapeau à mon ex-femme qui leur a fait faire le CNED aussi pour les maintenir en français. Et donc ils ont quand même fait de l'orthographe française et de la grammaire et du tout ça. C'était pas beaucoup d'heures, mais c'était des heures assez pénibles et où tu te demandes vraiment, c'est important de faire ça. Et bon. Mais en fait, au début, voilà, on était parti pour 2 ou 3 ans, ou 3 ou 4 ans, et puis les années se passent. Et là arrive la période, moi, une période extrêmement dure. C'est une période très charnière dans la vie d'entrepreneur. C'est ce moment où je passe d'Ubicus en France qui cartonne, qui est comme je l'ai décrit. On a des super bureaux à Maison de la Radio, on a des employés très smart, tout est intelligent, on se fait des high-fives dans les couloirs, on gagne beaucoup d'argent et tout ça. C'est là où tu deviens vraiment entrepreneur en fait. Et j'arrive là-bas, on avait commencé petit aussi dans un centre d'affaires à Massy-Palaiseau à 2 dans 12 mètres carrés, mais disons qu'on avait à ce moment-là beaucoup de succès. Et puis j'arrive dans ce que les Américains appellent un Class C building. Il y a les classes A, Class B et Class C. Class C, c'est horrible. Pas de doorman. Ah mais non, mais c'était horrible. Je raconte souvent, un matin j'arrivais avant tout le monde le matin pour je travaillais plus que les autres. Je trouve une souris morte au milieu du couloir, donc je l'enlève subrepticement et je le dis à personne voilà. Et je me dis, oh là là, il y a tellement de boulot. Et les salariés n'ont pas bien été coachés depuis 1 an, de toute façon ne comprennent pas bien notre projet. Puis de toute façon, il y a une hémorragie, on perd de l'argent tous les mois, il n'y a plus de business, enfin, il faut refaire du commercial. Donc là, je me remets à tout. Je dois faire du commercial moi-même. Il faut que j'embauche des commerciaux, que je forme à mes méthodes. Il faut qu'on remette les finances d'équerre, il faut qu'on coupe les coûts, on a fait tout ça à la fois. Et on a eu de la chance, c'est comme toujours un peu un mélange. Je pense que l'économie américaine a fini par repartir, notamment l'économie à New York, parce que c'est ça les États-Unis, les cycles sont plus courts. Et puis on a fait des bonnes choses, on a gagné des gros contrats, j'ai renoué de la confiance avec des clients qui l'avaient un peu perdu. On a mis beaucoup de gens dehors. Mais ça, ma prédécesseur avait commencé, et il fallait, parce qu'après le 11 septembre, il y avait juste plus de business. Donc on a eu ce moment où on met beaucoup de gens dehors en disant on réembauchera quand on pourra, et arrive le moment où on peut justement commencer à réembaucher. Comment ça se gère d'ailleurs cette partie par rapport... Alors c'est plus facile de séparer des gens qu'en France, mais c'est toujours... C'est tellement différent, et c'est tellement... j'ai fait des licenciements aussi... en France, toutes sortes de licenciements, des licenciements où il faut dégager quelqu'un parce qu'il est juste soit pas bon, soit il a un mauvais esprit. J'ai fait des licenciements en 2000, je sais plus quoi, après justement l'éclatement de la bulle Internet, on avait trop de monde. Donc là, on fait partir des gens en disant désolé, c'est pas vous, c'est juste que bon. Aux États-Unis, c'est tellement moins un sujet.
Les gens savent. Moi, j'ai eu toutes sortes de réactions. C'est OK, can I go now? Donc, vous attendez de moi que je finisse la journée. C'est comme dans les films, quoi, avec la boxe. Exactement ça. Il y en a d'autres qui disent ça aussi, c'est le truc que j'adore aux États-Unis, même si parfois ça fait un peu sourire. C'est vous savez pas ce que vous perdez. Les gens qui vous disent ça, vous savez pas ce que vous perdez. Grosse erreur de votre part. On me l'a jamais fait en France, celle-là, de dire grosse erreur de votre part. Et puis, non, il y a une forme de capitalisme aux États-Unis qui est, c'est un capitalisme, je trouve, qui est beaucoup plus pur. Et je mets pas pur dans le sens, j'y attache pas une valeur dans le sens pur, c'est bien, mais c'est un capitalisme qui est beaucoup moins encombré de beaucoup de scories qui sont très très européennes, judéo-chrétiennes et tout ça. Je te vire, mais il faut que je fasse semblant d'être désolé, tout ça. Des fois, on est désolé, il y a des fois, on n'est pas désolé, il y a des fois, on n'y peut rien, il y a des fois où c'est dans l'intérêt de tout le monde de move on. J'ai des souvenirs un souvenir très fort que j'ai, c'est le souvenir d'une négociation. On avait un client qui nous faisait couvrir littéralement des centaines et des centaines de conférences téléphoniques, de conférences call, de présentation de résultats. Et donc, il avait des prix très bas, mais il y avait un volume vraiment énorme. Pendant la peak season des résultats, on pouvait faire, je sais pas quoi, 20 conférences par jour. Et un jour, il nous dit, il m'appelle, il dit Antoine, je voulais te dire que... Donc, on planifiait toujours sur le quarter des résultats à venir. Il me dit Antoine, je voulais te dire qu'à partir du prochain quarter, on bascule tout le business en Inde, donc vous allez passer de 300 conférences à 0 conférence. Et il dit ah non pardon, il y a 20 conférences, ça nous arrangerait que tu les prennes. Je dis bah oui mais enfin non, on peut pas s'essuyer les pieds sur nous quand même comme ça, c'est pas gentil. Il dit bah tu les veux ou tu les veux pas, parce que sinon je peux trouver quelqu'un d'autre. Je dis bah je les veux, ça dépend pas à n'importe quel prix. Il dit ah le prix ce sera ça, et c'était genre 40% de moins que ce qu'on avait déjà en échange d'un volume 15 fois supérieur. Je dis oh, bah non là c'est bon. Et je me retrouve, c'était vraiment un moment où on avait besoin de business et on avait besoin de cash. Je le supplie, je me rappelle, I'm begging you, please, can you do something on the price? Et ben non. C'est quoi cette mentalité? J'ai jamais entendu ça. Ouais. Exactement. Ça m'a marqué très, très, très profondément. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, 6 mois après, il revient, son Indien lui a fait un truc et tout. Il me dit « Ah, Antoine, là, j'aurais besoin que tu nous fasses 30 conférences ce quarter. » Et t'es censé lui dire « Of course » et pas... Je lui dis « Of course » et il dit « What's your price ?» Alors là, je me rattrape, je me goinfre comme un porc, je double mon prix ou je sais plus quoi, mais vraiment un truc très, très élevé. Et il discute pas parce que... Donc il n'y a pas de fierté, il n'y a pas tu m'as fait ça donc je te fais ça et on est voilà. Beaucoup moins d'ego. Non mais c'est intéressant et c'est vrai qu'à aucun moment tu t'es dit, parce que effectivement depuis le début il y avait beaucoup de galères, le business allait bien en France, il n'y a aucun moment où tu t'es dit en fait tout ça, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je me mets en risque personnellement, je me mets en risque financièrement. Non, j'avais pas l'impression de me mettre en risque personnel parce que l'aventure familiale était extraordinaire et je savais que ce que je donnais à mes enfants à ce moment-là, ça valait... ça, ou passer 2 ans de plus à Paris, si tu veux, à more of the same du 16e arrondissement, ça valait vraiment la peine. Et puis, non, je réfléchissais à l'échelle du groupe et on se parlait tous les jours avec mes associés et on regardait la big picture en se disant, bon, Ubicus a un business français très rentable, mais en même temps assez limité, qui ne va pas pouvoir croître à l'infini. Si on veut avoir une bonne valorisation, et on avait eu déjà une très bonne valorisation en rentrant en bourse, si on voulait ne serait-ce que justifier cette valorisation, on devait grandir, on devait trouver de nouveaux territoires. Donc on n'avait pas vraiment le choix. Si on était rentré, on a eu à un moment la tentation, est-ce qu'on vend les US, est-ce qu'on ferme les US parce qu'on perdait de l'argent? Je ne sais même pas si on en aurait tiré $1 à un moment à la vente. Donc, est-ce que je rentre? Ouais, mais annoncer au marché... C'est ça, pendant l'introduction en bourse, dans le mémo, entre guillemets, il y avait cette problème. Voilà, juste après, de dire, bon, écoutez, on a essayé aux États-Unis, mais c'est probablement le plus gros marché du monde, mais on n'y arrive pas, on ferme, on se retire. Bon, bah, voilà, le cours s'écroule et Ubicus n'a plus aucun intérêt. Et donc là, c'est à peu près entre 2000 et 2007, hein, c'est ça? Parce que Ubicus a introduit en bourse, mais finalement, vous le retirez de la bourse quelques ans. Donc ça, c'est... donc moi, je m'y installe l'été 2002. On redresse en 2000...
les 2 années suivantes, on redresse vraiment 2002-2004. Donc vous mettez 4 ans pour entre guillemets, arriver à créer quelque chose de... On l'a acheté en 2001. On l'a acheté en février 2001. Voilà, 3 ans. Au bout de 3 ans, on peut se dire, ouf. Enfin, on n'a pas, malgré des événements un peu adverses, on se retrouve dans une situation où, je ne sais plus, le chiffre à ce moment-là est de 6 ou 7 millions de dollars de chiffre d'affaires. On gagne 1 million, 1,5 million. Donc la valo, tu reviens, t'es... Donc là, je me dis, ça valait le coup. Et il y a une question qui est, mission accomplie quelque part, je peux rentrer en France et puis revenir régulièrement, nommer quelqu'un et puis l'accompagner. Et là, pour des raisons personnelles, avec mon épouse, on décide que non. On est bien encore. Les enfants bénéficieraient de rester encore un peu plus longtemps. Eux sont très très heureux. Il y a à la tête de la France, on a nommé donc la personne qui est le 3e associé, qui nous avait rejoint en 2000 comme directeur financier, puis qui ensuite a pris du galon et est devenu patron de la France. Il fait un job formidable. Qu'est-ce que je vais revenir dans ses pattes et tout. Et donc je dis à mes associés à ce moment-là, moi je vais rester, et comme je me suis toujours occupé un peu des relations investisseurs, de la croissance externe et tout ça, ce rôle, je peux continuer à le faire des États-Unis, si ça vous va. Donc on fait ça pendant 1 an, on continue à faire des petites acquisitions. Et en 2005, il y a un autre moment qui est, je leur dis, ils le savaient évidemment, je suis écrivain, j'avais déjà écrit et déjà publié 2 livres à ce moment-là. Et je leur dis, j'arrive plus à écrire depuis quelques années parce que j'ai plus assez de temps. J'ai un projet de roman, j'ai besoin de disponibilité, donc je vais prendre une année quasiment blanche. Je ferai ce qu'il faut évidemment, mais en gros je vais travailler sur mon livre tous les jours. Ils ont été un peu sonnés en me disant mais et dans 1 an tu reviens? Et j'ai dit je sais pas, mais dans 1 an je le saurai. Je saurai si je suis vraiment écrivain ou je saurai si j'ai envie de retourner au business. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai écrit le livre et au bout d'1 an, je leur ai dit, écoutez, je crois que oui, c'est ça que j'ai envie de faire dans les prochaines années. Donc là, on est en 2006-2007. Et là, je leur dis, je voudrais me retirer. Et ils me disent, nous aussi. À ce moment-là, nous aussi. Enfin, ils réfléchissent et Tu penses que c'est lié ou c'est... C'est-à-dire que c'est une aventure, j'imagine que c'est une aventure entrepreneuriale à plusieurs. On était vraiment une bonne troïka, on s'entendait très bien. Moi, je sais que j'aurais jamais tenu tout seul dans mon petit bureau à New York si j'avais pas pu leur parler très régulièrement, me tenir au courant de ce qui se passait. Enfin, l'idée que tout à coup, j'imagine, ils ont eu un peu la même notion qu'ils allaient rester tout seuls, être le seul qui était resté, ou les 2 autres sont restés pendant qu'Antoine n'est plus là. Et puis on avait des qualités très très complémentaires, et je pense que tous les 3 on savait que si un des 3 partait, ça serait moins bien. Enfin, c'était évident, vraiment très très complémentaire. Et donc à ce moment-là, on a décidé, on a passé des scénarios en revue. Est-ce qu'on nomme un manager? Est-ce que le 3e associé reste là et puis s'adjoint une équipe et tout ça? Et puis on s'est dit non, en fait une entreprise, moi je le pense vraiment, une entreprise de la taille du Bicus, donc qui était à ce moment-là, il devait avoir 200 ou 300 personnes, 300 personnes je crois, se doit d'avoir des actionnaires engagés. Parce que sinon tu peux jamais vraiment te retirer, enfin si vous retirez Gonomé un général manager... Je suis tellement content qu'on ait décidé en effet de se dégager complètement, et on l'a fait en fait sous la forme d'un LBO, où on a réinvesti partiellement dans le LBO. Mais minoritaire. Ouais. Voilà, donc rachat par effet de levier. Le 3e associé, Vincent, s'est engagé à rester quelques années, ce qui était bien, il était arrivé plus tard. Il fallait aussi, s'il voulait participer... Oui, il fallait rassurer aussi, bien sûr. Et il fallait rassurer les acheteurs, qui étaient un fonds de LBO du groupe Groupama. Il fallait que Vincent reste, et nous on est sortis, et en même temps on a montré notre confiance au projet en réinvestissant une partie de ce qu'on avait touché dans la holding. Et le timing de ça est juste dément. On a eu une chance folle, on a eu beaucoup de chance dans notre... Là on est quoi 2007,
On fait le signing, donc c'est l'intention de vente en juillet 2007. Le closing a lieu un mois après, mais les documents avaient été très bien rédigés par notre avocat, tout était binding, les acheteurs ne pouvaient pas se retirer. Et entre juillet, c'est là que les taux commencent à remonter aux États-Unis, les subprimes et tout. Et donc en août, au closing, tous les acheteurs font la gueule. Et c'est spectaculaire parce que j'ai fait des closings dans ma vie. Normalement, au closing, tout le monde est content. Tout le monde croit qu'il fait une bonne affaire. On se serre la main, on se tape dans le dos. Ils n'ont même pas essayé de retirer l'offre. Non, ils ne pouvaient pas. Parce qu'on le voit aujourd'hui de temps en temps avec eux-mêmes. Oui, mais ça dépend comment sont rédigés les documents de signing. Parce que juste avant, c'est ça qui est fabuleux. Avant que, donc en août, ils font tous la gueule, voilà. En mai-juin, quand c'est les enchères, on a 12 enchères. Et on les fait grimper au cocotier. Donc tu passes du très mauvais timer, parce que tu arrives t'achètes juste avant l'explosion d'habile Internet et juste avant le 11 septembre, à perfect timer, entre guillemets. Exactement. Cette fois-ci, on a eu beaucoup de chance. D'accord. Et donc, en fait, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi à partir de ce moment-là. Donc, on est en 2007. Toi, tu as fait un cash-out sur cette partie. Ouais. Tu as une certaine sécurisation financière. Et tu commences, en fait, sur une nouvelle vie, qui n'est pas vraiment une nouvelle vie d'ailleurs, parce que tu avais déjà écrit. J'avais déjà écrit, mais je n'avais jamais écrit justement vraiment à plein temps. Donc là, je me définis, en effet, c'est la première fois dans ma vie. Donc tu peux dire je suis écrivain. Je suis écrivain, je fais ça matin, midi et soir. Et en fait, au cours des 10 années qui suivent, j'écris une dizaine de romans, à peu près un par an. Et très vite, je rentre dans un cycle en plus. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les process dans le business et j'aime les process dans l'écriture. Ouais. Je sais exactement comment, je ne vais pas dire on écrit un livre, comment moi j'écris un livre. Donc le temps qu'il me faut pour penser une idée, noter des choses, faire des lectures, élaborer un synopsis, travailler des personnages, me lancer dans la rédaction, l'editing. Et tout ça est un cycle de 9-10 mois. D'accord. Et en fait, oui, c'est vrai que rapidement, tu deviens quand même très connu du grand public parce que tu as connu. Ouais, en tout cas, tu as une page Wikipédia, les gens ont l'impression de te connaître, tu publies chez Gallimard, etc. Tu as beaucoup de distinctions, de ce que j'ai vu. Hein. Tu as le prix France Culture, Chevalier des Arts et des Lettres, etc. Donc, il y a quand même une belle réussite là-dessus. Et moi, la question que j'ai pour toi, c'est effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire le lien entre finalement l'écriture et cet entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, nous, quand on rencontre des entrepreneurs, ils doivent nous raconter une vision. Toi, tu sais ce que c'est que de raconter une vision aux investisseurs. Toi, tu racontes une histoire. Tu dois trouver des personnages fictifs, c'est un peu recruter des profils atypiques. Il y a une certaine solitude aussi, j'imagine, de l'écrivain face à sa feuille blanche, qui est un peu la solitude de l'entrepreneur, parce que tu as des associés, mais tu es quand même parfois seul face aux décisions que tu prends. Et j'imagine que ça t'a beaucoup appris aussi en structurant. Donc, je ne suis pas sûr qu'un écrivain qui n'a pas vécu cette période entrepreneuriale puisse se dire un livre, je sais l'écrire en 10 mois, je sais structurer comment ça se passe en un mois, 2 mois, je sais comment je fonctionne, voilà les process, etc. Donc, c'est quoi un peu le lien entre les deux ? Absolument. Bon, d'abord, le lien entre les deux, c'est la création. Moi, j'ai toujours eu l'impression, je me définis avant tout comme un peu un créateur, quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui se dit « mais qu'est-ce qui m'empêche de les mettre en œuvre ?» Et en fait, les entrepreneurs sont des gens comme ça, qui passent à l'action, là où la plupart des gens se disent « ah tiens, on pourrait faire un business de ça », et puis ils le feront jamais. Et c'est pas grave, il en faut qu'ils rêvent et puis il en faut qu'ils font. Et moi, j'ai l'impression d'être plutôt toujours dans le camp de ceux qui font. Et même si ça peut prendre des formes différentes, ça peut être créer une entreprise, ça peut être écrire un livre, ça peut être aujourd'hui faire ce que je fais, créer une association non-profit, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le business d'Ubicus était tout sauf neutre. Notre métier, c'était de rédiger des comptes rendus de réunions. Donc, je ne l'ai pas dit au début, on avait un produit, par exemple, qui s'appelait la synthèse en temps réel, qui, je peux vous dire, en 91, quand on a démarré, était super spectaculaire. On arrivait à une réunion avec des laptops. Déjà, la plupart des gens n'avaient jamais vu un laptop. On arrivait avec une imprimante laser qui pesait 20 kilos. Et on prenait les notes en direct pendant la réunion. On remettait en forme, on imprimait. Et quand les gens finissaient la réunion, on leur remettait le document. C'était le produit phare d'Ubicus, ça valait très cher, c'était très prestigieux et très peu de rédacteurs dans l'histoire d'Ubicus ont été capables de le faire.
Donc François et moi, mon associé et moi, on a créé ce produit. Et ensuite, il y a quelques rédacteurs sur la centaine ou les 200 rédacteurs qui y sont passés après. Il n'y en a peut-être que 4 ou 5 qui y ont réussi. Donc, ce que ça nous a appris, à François, je pense dire exactement la même chose. Ça nous a appris à écrire facilement, ça nous a appris pas d'angoisse de la page blanche, grande rigueur, grande précision et un bon premier jet. De fait, Gallimard me disait souvent quand je remettais mes manuscrits, mais ça ressemble à une version corrigée déjà, parce que oui, moi je rendais des documents qui étaient quasiment prêts à l'impression, si tu veux. Et ça, à ce moment-là, est-ce que cette rigueur, en fait, c'était un peu ton secret? C'est-à-dire que tu avais quand même envie d'essayer de le transmettre à tes employés à ce moment-là? Ou est-ce que c'était quelque chose où tu te disais, c'est mon truc spécial, j'en ferai vraiment quelque chose? Les process, on était obsédés, François et moi. Là encore, ça c'est vraiment quelque chose qu'on partageait fortement avec François. C'était quasiment tout dans une entreprise de service doit pouvoir être processé. Donc on a été, dès 91, on s'est doté d'un CRM 93, pardon, d'une sorte de CRM qu'on a développé nous-mêmes, dans lequel on rentrait toutes les interactions avec nos clients, avec nos employés. On avait tous les bulletins de paye des gens, on avait toutes les factures, tous les historiques commerciaux, toutes les statistiques qu'on pouvait imaginer. Et puis, petit à petit, on y a fait passer toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que la compta est passée là-dessus, la qualité, la relecture. Donc, par exemple, la qualité, on avait une politique, un exemple tout simple, on avait à Ubicus une politique qui était « vous ne payez que si vous êtes content ». Ce qui déstabilise beaucoup les gens. S'ils vous appellent pour vous engueuler en disant « oh, ce document est vraiment dégueulasse », je lui dis donc qu'est-ce qu'on fait pour la facture ? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au premier rendez-vous ? Vous payez que si vous êtes content. Donc je paye pas ? Je dis vous payez ce que vous voulez. Bon, puis alors là on découvre, on va enlever 10%. Ah bon, c'était peut-être pas si grave que ça alors, ou on va rien payer du tout. Bon, ok, tu sais que d'accord, gros rat parce que tu vas quand même l'utiliser, donc bon, au moins je le saurai. Mais nous, on avait fait ça et on mesurait ces remises qualité. Donc, on avait un truc, on disait, les problèmes qualité, ça doit nous coûter moins de 1% par an. Donc, c'était vraiment, c'est un peu, voilà, c'est le début des, aujourd'hui, nous, on pousse nos boîtes à être vraiment data-driven, voilà, KPI. Et en fait, c'était pas très, il n'y avait pas beaucoup de littérature là-dessus. Vous l'avez inventé vous-même. Exactement. On a fait beaucoup de ces choses. Je me rappelle, pareil, on faisait des prévisions de chiffre d'affaires. J'avais remarqué qu'on avait des corps de clients qui arrivaient tous les mois, qui avaient leur propre saisonnalité et tout. Et donc, si on voulait savoir quelle serait notre croissance ou notre chiffre d'affaires en décembre prochain, qui est toujours un très gros mois où il faut qu'on embauche beaucoup de rédacteurs freelance à l'avance, je pouvais le modéliser et ça me disait à 10% près où on allait tomber. Et oui, on a fait beaucoup de choses comme ça parce qu'on était un peu aussi matheux et voilà. Et pour revenir sur le succès d'Ubicus, en fait, ce lien entre finalement ta passion et le succès de la société, est-ce que tu penses que c'est lié? Je pose la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de start-upers qui se lancent sans forcément être passionnés par le sujet qu'ils abordent, ou en tout cas avoir une connaissance ou une expertise là-dessus. Et on sent qu'il y en a beaucoup qui sont là pour faire un coup, pour gagner de l'argent, pour, entre guillemets, profiter d'un écosystème qui s'est construit avec beaucoup d'investisseurs qui sont sur le marché, etc. Est-ce que tu penses que c'est ça la clé? Ou est-ce qu'en fait, on peut avoir du succès sans... Oui, je pense qu'on doit pouvoir avoir du succès sans être éperdument amoureux de son produit. J'ai envie de dire, c'est un peu dommage de se lancer dans un domaine qu'on n'aime pas au moins un peu. Après, on se rend compte que presque tous les domaines, quand on les travaille, deviennent intéressants. Parce que les règles du business, c'est une syntaxe, c'est une grammaire, le business. Et tu deviens passionné par le business. Ouais. On fait exactement, qu'on vende des cannes à pêche ou des canons ou des je sais pas quoi, je pense que quelque part, on en revient toujours à quelques fondamentaux. Donc, nous, on aimait notre produit. Oui, on était fiers de notre produit, on aimait la langue, on aimait les mots, on aimait tout ça. On était très, très rigoureux. Après, notre succès, qui a été quand même assez exceptionnel dans le sens où j'y crois parfois pas moi-même, c'est-à-dire que quand je me penche en arrière, on a vendu en 2007, c'est-à-dire il y a 17 ans, on a vendu pour 125 millions d'euros une boîte de compte-rendu de réunion dont on détenait encore 100% du capital. C'est
chacun de ces chiffres est assez dingue quand on y pense. Et en fait, je crois que ça a été un petit peu ça la clé, c'est qu'on a lâché sur rien. On a compris très tôt qu'il ne fallait pas se diluer, le capital, c'était super important. On a compris assez vite, parce qu'on a eu des expériences différentes, que le timing était fondamental. On a compris qu'il fallait pouvoir montrer de la croissance, mais que si on n'avait pas de rentabilité, ça ne servait à rien. Donc on a fait super attention à la rentabilité avec tous ces process dont je parlais. Et au bout du compte, avec une grosse dose de chance en prime, parce que vraiment, enfin, disons que la chance, c'est qu'on l'aurait peut-être vendu 70 millions sans la chance, quoi. Oui, non, il y a un time to market. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des sociétés qui valent plus de 200 millions sur cette catégorie aujourd'hui. Je pense que... Il n'y en a même pas. Enfin, en service de prestations intellectuelles, enfin, je ne sais pas qui vaut plus dans ces domaines-là en France aujourd'hui. Il y a McKinsey, Deloitte et tout ça, qui sont sur des marchés, en plus, des marchés réglementés, pour faire des comptes rendus de réunion quand on y pense. Et il y a aussi une thématique que tu abordes beaucoup dans tes livres, c'est les fake news. Je refais le parallèle avec les fondateurs de start-up, et qui ont souvent une notion très distordue de la réalité. Ils ont leur propre vision du monde. Ils ont parfois l'impression est-ce qu'ils sont plus beaux que ce qu'ils sont, ou en tout cas ce qu'ils racontent a l'air toujours plus beau que ce qui est la réalité. Il y a un espèce de le fameux fake it until you make it. Il y en a qui te disent que c'est bien, pas bien. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est une attitude à avoir? Est-ce que tu penses que c'est une... Il faut légèrement... je me rappelle mon premier rendez-vous commercial, j'ai acheté une sacoche qui était vide pour aller à mon rendez-vous commercial pour faire croire qu'il y avait plein de documents dedans. Je m'étais pas rasé la moustache parce que j'avais 20 ans et je pensais que ma petite moustache me donnait au moins 2 ans de plus. Ça marche. Ça marche. Disons que ça m'a donné un peu confiance. Je me rappelle que quand on envoyait des factures, on multipliait tous les numéros de facture par 7 parce que, voilà, la facture 02, c'est pas pro, mais la facture 14, ça peut faire. Voilà. Disons, je vais barrer avec mon département finance alors qu'il n'y a personne. Voilà, ça, on a un peu fait. Mais c'est pas le vrai fake it until you make it. J'ai jamais menti à des investisseurs, j'ai jamais menti à des salariés. J'ai essayé de faire rêver des salariés en leur disant aujourd'hui on est petit mais on voudrait être beaucoup plus gros et si vous rentrez aujourd'hui vous avez une chance de un jour diriger une équipe, d'avoir des stock options. Ça je l'ai fait et on l'a délivré, donc j'ai pas de regrets là-dessus, mais on n'était pas des corsaires, pas des flibustiers, et surtout je crois qu'on s'est jamais trompé nous-mêmes parce que les gens que tu décris, certains achètent leurs propres mensonges. Et nous, peut-être qu'en 2000, 2001, un peu comme tout le monde, on a été pris par la bulle et on s'est vu un peu plus beau qu'on était. La plupart du temps, on était quand même très très lucide et on regardait la réalité bien en face. Ouais. Donc il faut quand même, il faut savoir faire rêver, mais il faut oui, mais je pense que une qualité énorme de l'entrepreneur, c'est le réalisme. Enfin, être capable de voir la réalité en face, être capable d'anticiper les mauvaises nouvelles. Je partage. Donc, je reviens sur les US. Tu es arrivé à peu près en 2000, ouais, c'est ça, à peu près 2002. Donc, ça fait 22 ans que tu es aux US. Tu as continué à écrire en français donc entre 2007 et donc tu t'es arrêté il y a pas très longtemps. Voilà, il y a pas très longtemps. Évidemment, tu as eu des bouquins qui ont été traduits dans plus de 10 langues, etc. Mais en fait, tu as toujours écrit en français alors que tu as une maîtrise parfaite ou quasiment parfaite de l'anglais. Pourquoi ? Et quand je pense à ça, c'est vrai quand on voit des entrepreneurs partir aux US, il y a un peu toujours cette barrière de la langue, même si aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui sont vraiment, et tout le monde dit, on dit fluent en anglais, et en fait, tu peux avoir des conversations. Mais tant que tu n'es pas vraiment native et que tu parles un anglais parfait, est-ce que ça te bloque dans ton business ou dans ta capacité à faire du business ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que les Américains ont énormément l'habitude de ça. Ici, les États-Unis. Il faut juste oser, quoi. Il faut juste oser. Je me rappelle quand je suis arrivé, j'étais très complexé sur mon accent en me disant je dirige une boîte, je vends un produit qui est autour de la langue où je vais leur dire qu'on va leur écrire des super documents et moi j'ai un accent français, ça fait nul. Et j'avais dit à ma CFO qui était américaine, peut-être que je devrais prendre des cours d'accent. Et c'était l'idée la plus stupide qu'on puisse avoir. Me dit mais non, les gens s'en foutent et au contraire ils aiment bien l'accent, ça donne un sujet de chit-chat. Donc non, et aujourd'hui je trouve que les Français ont fait d'énormes, enfin ils restent derrière les Néerlandais, les Allemands, plein d'autres pays, ou les Scandinaves, mais les Français ont fait quand même beaucoup de progrès,
je trouve. Le fait que nos enfants soient sur Internet toute la journée, sur YouTube, ils sont meilleurs. Je dirais que j'ai l'impression que spontanément, 90% des gens que vous devez voir ont le niveau pour partir. Ouais. Certains osent pas. Je sais que ça les bloque, ils ne devraient pas être bloqués. Et s'il faut se mettre à niveau en faisant un stage intensif d'1 mois, très bien. Et puis après, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, c'est-à-dire que c'est plus l'anglais qu'on apprend, c'est la culture, et c'est encore beaucoup plus important. C'est-à-dire que si vous pouvez chit-chatter avec vos voisins sur je ne sais pas quoi, c'est quoi vos plans pour Thanksgiving ou tout ça, là la question est plus de savoir si vous accordez bien. Et moi j'ai toujours pensé que le plus important, à un moment j'ai senti que mes enfants étaient parfaitement bilingues et qu'on pourrait sans doute garder leur bilinguisme. Je voulais qu'ils soient biculturels. C'est-à-dire le moment où on a les références dans les deux pays. On connaît les dessins animés des deux pays qu'on regarde. Ça, c'est pas facile. Quand tu rentres l'été, ils regardent de la télé française ou tu leur rapportes, tu regardes La Grande Vadrouille avec eux pour qu'ils aient ce côté patrimoine. Nous, on a fait beaucoup de soirées télé pour qu'ils découvrent les grands films français. Donc, c'est pas du tout nécessaire, hein, mais c'est super et c'est un très beau cadeau à leur faire. Parce que là, vraiment, ils peuvent travailler dans les deux pays, ils peuvent vivre dans les deux pays. Donc, on a parlé de ta vie, entre guillemets, d'entrepreneur. Tu as eu une vie d'écrivain. Tu as aussi entre guillemets, une vie d'investisseur qui a commencé assez tôt. Hein. Je crois que dès le début des années 2000, tu as commencé à mettre des petits tickets en tant que business angel. Tu cherches quoi, en fait, chez les entrepreneurs? Et en fait, vu que tu as fait les deux, tu as investi dans beaucoup de startups en France, beaucoup de startups aux US, tu cherches quoi et c'est quoi la différence entre les deux? D'abord, je ne cherche jamais, j'attends qu'on vienne me voir. Donc, c'est généralement des gens qui viennent me voir ou un dossier qui m'arrive en me disant « est-ce que ça peut t'intéresser ?» Les gens qui cherchent, c'est vous, c'est New Fun, votre métier, c'est d'aller justement détecter les pépites. Moi, j'investis... ça va peut-être choquer, mais j'investis, je passe très peu de temps, voire 0 temps, pour sélectionner un dossier. C'est-à-dire que... C'est ce qu'on appelle les founders bet. Okay. Je peux lire un deck qui me plaît et j'investis en 10 minutes. Je peux avoir rencontré un founder qui me pitche son truc et au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, je lui dis compte-moi pour 50 000 ou 100 000 dollars. Ok, ça m'intéresse. Parce que je pense que j'ai des amis qui sont beaucoup plus disciplinés que moi, qui font beaucoup de due diligence. Ça marche mieux ou pas forcément? Non, justement, c'est en même temps limité, hein, c'est pas un échantillon très représentatif. Mon track record est plutôt meilleur que le leur. Et j'ai l'impression que la conviction qu'on se fait... alors quand on est investisseur professionnel et qu'on gère l'argent des autres, c'est autre chose. Hein, mais quand on gère son propre argent, et que ça doit aussi être quelque chose, on le fait pour l'argent évidemment, mais on le fait aussi pour le fun, on le fait aussi pour une sorte de transmission. Quand on dit à un jeune entrepreneur, je crois en toi et tiens, je vais mettre un ticket sur toi, on le fait pas que pour gagner de l'argent, on le fait parce qu'il me plaît bien ce gosse, enfin, je suis curieux de voir, j'ai envie de l'accompagner. Bon. Donc il faut qu'il y ait une dimension de plaisir. Je trouve que les due diligence enlèvent tout le plaisir. Si on commence à leur poser les questions méchantes et dire tu pourrais me montrer le contrat là et tout, hein, mais je vois que j'ai pas envie de faire ça. C'est un autre. Oui, parce que cet aspect, entre guillemets, c'est un aspect de responsabilité plus que. C'est un autre domaine, exactement. Je lis à peine les pactes d'actionnaires. Donc c'est vraiment les funders plus que donc c'est founder et marché. Mais founder, j'en ai fait quand même maintenant assez pour apprendre que marché, ils vont très souvent pivoter. C'est quand même le pivot est même pas de plus en plus la règle. Ça a toujours été un peu la règle. En fait, chez un founder, on cherche est-ce qu'il saura s'adapter au pot de banane qu'il va rencontrer, qu'il ne saura pas manquer de rencontrer, qu'on a tous rencontré. Donc, il faut qu'il soit sur un marché qui l'intéresse. Il m'est arrivé d'investir sur quelqu'un dont j'aimais pas beaucoup le marché, mais j'aime la personne. Et je me dis, même si ça ne marche pas pour la première, j'ai envie qu'il se rappelle que j'ai investi sur la première. Enfin, oui, c'est plus un pari sur la personne avant tout. Et sur la différence, entre guillemets, entrepreneur français et entrepreneur américain, il y a une vraie différence? Je trouve que les différences... j'oublie pas quand même sur les facteurs, la valo. Je ne négocie pas les valos.
mais en même temps, je me fais un avis. Oui, bon, ça va. Ça, c'est déconnant. Et si c'est déconnant, je dis pas OK à 20% de moins, je dis c'est déconnant. Si tu trouves des gens à ce prix-là, tant mieux pour toi. Mais voilà, je fais quand même assez gaffe à ça. Le risque pourrait être de dire justement, oh, il me plaît bien ce petit. Parce que ce qui compte à la fin, c'est le multiple, c'est pas la valeur Oui, du sorte. quand même. Et donc j'ai eu la chance de faire des bons multiples sur certaines boîtes. Et donc on se dit, ouais, je serais rentré 2 fois plus cher, ça aurait été moins bien. Mais bon. Et sinon, différence entre les Français et les Américains, je trouve qu'elle s'estompe quand même assez vite. Hein. D'accord. On parle souvent de la capacité aux entrepreneurs américains à beaucoup mieux pitcher, voilà, à connaître mieux les codes. Ça, tu trouves que ça, Ouais, c'est moins vraiment vrai? ils connaissent mieux les codes américains. Or, le marché le marché du venture est un marché américain où même les Français comme vous essayent un peu de copier les codes américains. Donc, évidemment, les entrepreneurs US auront toujours un avantage. Et pitcher, oui, ils apprennent à pitcher très très jeunes en faisant leurs premiers exposés à l'école. Les Américains sont tous des pitchers nés. Donc, ils ont cet avantage. Souvent, moi, ce que j'aime avec les entrepreneurs européens, c'est qu'ils sont parfois aussi plus profonds, plus transversaux, plus concernés par les impacts sociétaux. Enfin, tout ce qu'on peut... les bons côtés de l'Europe se voient aussi chez les entrepreneurs européens. Et moi, je regardais, là, juste avant de venir, les boîtes dans lesquelles je suis investi en ce moment. J'ai moitié-moitié. Enfin, Et tu as commencé progressivement aussi à investir dans les fonds. Alors, je sais pas à partir de quand, mais qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, je préfère investir finalement dans des fonds. Je retrouve ce plaisir d'investir via un fonds. C'est peut-être plus structuré, etc. en fait, donc, François Véron, le fondateur de New Fund, qui est l'organisateur de ce podcast, est un ami. Il était à Louis le Grand et HEC avec mon associé et moi. Avec qui, je crois, tu as failli monter une boîte avec lui, si je ne me trompe pas. François ? Oui, oui. Donc, justement, on est... oui, exactement. Ça remonte à très, très longtemps. On se connaît depuis 35 ans, j'ose à peine le dire. Lui a commencé dans le capital investissement chez un autre fonds qui s'appelait Cita Gestion. Et à un moment, il a voulu monter son fonds et il est venu me voir. Il a fait le voyage, enfin, pas que pour moi, mais il est venu aux États-Unis pour rencontrer des investisseurs et il est venu me voir où j'habitais. Et il m'a dit, Antoine, je sais que tu fais le business angel, je sais que tu adores l'investissement. Est-ce que tu pourrais investir chez New Fund ? Je dis, oui, évidemment, enfin, c'est un non-sujet. Et il me dit, et combien tu pourrais mettre ? Donc, je lui dis le montant auquel je pense à ce moment-là. Et là, François, fabuleux entrepreneur, là, pour le coup, me dit, je suis un petit peu déçu. Je dis, comment ? Il dit, j'attendais 3 fois plus. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, je n'ai pas dû bien m'expliquer, en fait. Là, tu te dis, bon, New Fund, c'est sympa, je vais mettre un petit ticket, et puis ils vont faire leur affaire. Moi, ce que je te propose, Antoine, c'est un partenariat beaucoup plus fort. Tu nous envoies tous les dossiers que tu reçois, tu continues à faire le business angel quand tu as envie de faire le business angel, mais sinon, la plupart des dossiers que tu reçois, tu nous les envoies. Tu viens à notre comité d'investissement, comme ça, tu peux continuer à voir passer plein de dossiers si ça t'intéresse. On construit une vraie relation dans la durée. Tu es un peu nos yeux et nos oreilles aux États-Unis. Et j'ai dit, oui, makes a lot of sense. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai mis 3 fois plus. Tu as fini par mettre 3 fois plus. Et donc ça fait 15-16 ans que cette histoire... Ça fait 15 ans et j'ai mis, je crois, dans tous les millésimes de New Fund, y compris, il y a un New Fund aux États-Unis, New Fund North America, dans lequel j'ai investi. Dernière partie, c'est un peu entre guillemets, ta vie, ta 4e ou ta 5e vie, ta 6e vie, ou en tout cas ta vie la plus récente, qui est ta vie de philanthrope. Donc ça fait 4 ans, hein. C'est vrai que moi, quand j'ai appris et j'ai entendu parler de ce projet, c'est un projet qui est complètement fou, qui est en fait l'idée de recenser les 8 milliards d'habitants sur Terre. Raconte-nous un peu ce projet un peu complètement fou, et pourquoi, comment, et comment tu t'y prends. Pourquoi, si je le savais Non, l'idée, la description du projet, c'est en effet de créer une base de données recensant les 8 milliards d'humains vivant sur Terre, avec pour chacun
leur nom complet, donc prénom, deuxième prénom, nom de famille, nom de jeune fille éventuellement, sexe à la naissance, date de naissance, lieu de naissance. Donc véritablement l'état civil, les données de l'état civil moins la filiation. Ce n'est absolument pas un site généalogique, donc il n'y a pas de notion de mon père. Il n'y a pas de notion d'ascendant, descendant, ouais, c'est ça. Absolument pas, ni même les siblings, ni même les enfants. Et c'est la seule information, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, dans mon cas, Antoine Bello, né le 25 mars 70 à Boston, USA, sexe masculin, c'est tout ce qu'on sait sur moi. Ça ne dit rien de avec qui je suis marié, où j'habite, combien je gagne, quelle voiture, quelles études, quel job. Donc, tu as pris le nombre de paramètres minimal pour avoir une unicité dans un grand pourcentage, d'accord. C'est exactement le point de départ qui était de dire on est 8 milliards, mais chacun de nous est unique à sa façon, et cette unicité se voit quasiment. Alors, il faut le seul bémol qu'on peut faire, si tu t'appelles Chang et que tu es né à Shanghai et que tu as un prénom très courant, il est possible qu'il y en ait 2 ou 3 qui soient nés. Mais très peu, très peu. Très peu. Et donc, j'ai eu cette idée parce que j'adore les bases de données, j'adore les stats, j'adore les chiffres. J'avais envie, après l'écriture, quand j'ai décidé d'arrêter d'écrire, j'avais envie d'un projet plus informatique, d'une certaine façon. Et puis, j'avais envie d'un projet... en fait, ça m'a tout de suite paru beau. Donc, en fait, la raison, quand tu dis pourquoi... Donc, c'est l'intersection de toutes tes passions. Ouais, pourquoi ? Parce que je trouve ça cool, parce que je trouve ça beau. Parce que je le vois un peu comme une sorte d'installation qu'on pourrait voir dans un musée d'art moderne, si tu veux, d'une œuvre en perpétuelle évolution. Quand je dis perpétuelle évolution, il naît 300 000 enfants par jour. Hein. Donc, c'est vraiment en perpétuelle évolution, qui est en plus, à tout moment, incomplète, imparfaite, pleine d'erreurs, mais qui a vocation à se corriger et à grandir et un peu comme la vie. Enfin, c'est un phénomène très organique. Et d'ailleurs, tu as une organisation très particulière hein, sur le Population Project parce que toi, tu es essentiellement aux États-Unis, mais tu as des développeurs qui t'aident, qui sont en remote à l'autre bout du monde. Donc, comment tu gères J'ai des développeurs côté base de données aux US, j'ai des développeurs côté web, on va dire, en Roumanie, et j'ai des gens à Madagascar qui processent toutes les listes qu'on trouve, qui sont des PDF ou des fichiers Excel et tout. Écoute, ça marche bien, hein, ça marche beaucoup avec du Zoom et du Slack comme n'importe quelle start-up. Mais bon, c'est très dur. On est aujourd'hui à 650 millions d'humains vivants et on est presque 10%. Presque 10%, et on n'a pas encore, alors à notre décharge, on a pour l'instant, on s'est attaqué qu'à l'alphabet romain. On se réserve, on n'a pas encore attaqué le chinois ou le cyrillique ou le japonais. Voilà. Et donc la suite, on arrive un petit peu à la fin de l'échange passionnant. La suite pour toi, c'est quoi aujourd'hui ? Bon là, tu as quand même 20 ans que tu es aux US, tu restes aux US, tu te mets sur Population Project. Je reste aux US parce que je suis très heureux aux US. J'ai des enfants, j'ai 4 enfants qui sont à cheval justement. J'en ai 2 aux US et 2 en France, donc ça me donne des raisons d'être dans les 2 pays alternativement. J'adore le projet du Population Project et la vie que j'ai construite autour. Je fais attention, je suis attentif, je me rends compte que c'est très difficile, hein, donc il faut que j'arrive à trouver des solutions. Je n'ai pas toutes les solutions en main aujourd'hui. Et en même temps, ce que j'adore, c'est que ça me permet d'explorer. On construit des outils pour le Population Project qui me sont très satisfaisants intellectuellement et que peut-être un jour je pourrais exploiter ailleurs. D'accord. Et dernière question, est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur ton expérience entrepreneuriale, ton déménagement entre la France et les US, etc., tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui veulent franchir le pas ? C'est toujours, il y a toujours l'impression de faire le grand saut. Ils peuvent m'appeler d'abord. Non, mais véritablement, j'aurai toujours plaisir à discuter avec eux. Faites le grand saut. Vous n'avez rien à perdre. Si vraiment, quand on dit vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, c'est vraiment le cas. Alors, votre boîte, je ne vous garantis pas le succès et vous pouvez, un de vos intervenants précédents... C'est aussi le plus grand cimetière de start-up. On crame vite beaucoup d'argent aux États-Unis. Absolument, il faut faire attention. Si je le prends d'un point de vue personnel et familial, vous n'avez absolument rien à perdre à aller vous confronter
au plus grand marché du monde, à une autre culture, à la langue dominante et à cette exposition qui est fantastique pour votre famille. Super. Ce sera la conclusion. Antoine Bello, un grand merci. C'était vraiment passionnant. Bon, je te souhaite beaucoup de succès dans le Population Project. Et c'est la fin de cet épisode de Scale to America. Et à très vite.